Acheter des actions, ça va, c'est pas très dur. Il suffit d'avoir développé ses connaissances et ses compétences pour pouvoir gagner de l'argent et une fois de temps en temps investir cet argent dans de belles entreprises. Alors évidemment, il y a parfois des moments un peu meilleurs pour acheter et en ce moment, c'est un bon moment pour acheter parce que les marchés ont beaucoup baissé. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir le plus de tempérament car c'est là que les fortunes se font. Mais si savoir acheter, c'est finalement pas très difficile, savoir vendre, c'est tout un art. Regardez. Je vais te donner la première. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai vendu. Et c'est la catégorie, en gros, je réalise que je me suis planté. Mhm. Donc ça, c'est la première catégorie. Et donc, ça, évidemment, au début, ça arrive assez souvent. Alors, une fois, c'est de ma faute. Une autre fois, c'est pas de ma faute. La fois où c'est de ma faute, c'est que j'avais dans mon portefeuille la boîte que tout le monde avait. Donc, j'ai essayé de construire un portefeuille à dividendes. Et donc, j'ai ajouté AT&T dans ce portefeuille à dividendes parce que dividende aristocrate qui a augmenté son dividende depuis plus de 25 ans, qui c'est extrêmement solide, ça distribue comme une horloge, etc. Et donc j'ajoute ça sans trop me poser de questions. Et à cette époque, j'avais pas tellement la notion de cycle de vie des entreprises. Et donc, je suis vraiment rentré dans AT&T au moment où ça commençait à être vraiment craignos. Et ça, j'aurais pu le savoir. Ça, j'aurais pu le savoir parce que si j'avais mis le nez un petit peu plus en profondeur dans les finances de l'entreprise, j'aurais vu que le payout ratio était trop élevé, j'aurais vu que la dette était trop élevée, j'aurais vu que les finances de l'entreprise étaient plus ou moins en train de se casser la figure. Et donc, je me suis retrouvé avec cette entreprise que je n'avais pas achetée à un mauvais prix, mais annonce du fait que le dividende va être réduit, annonce du fait que l'entreprise va virer la partie finalement qui avait le plus de potentiel de son business, à savoir, je crois que c'est Universal, c'est que AT&T avait une partie qui était consacrée à la création de contenu, aux films, aux services de streaming, etc. Et ils ont décidé de se séparer de cette partie-là du business qui pourtant était intéressante. Et donc on se retrouve avec une boîte uniquement télécom, avec un dividende qui se réduit et avec très peu de potentiel de croissance à l'avenir. Et donc je me suis retrouvé avec cette boîte et j'ai eu la chance qu'à un moment il y a eu une espèce d'annonce de changement de direction et donc le cours est un peu remonté. J'ai profité de ce moment-là pour sortir. Ça c'est de ma faute. C'est parce que je me suis trop laissé influencer par les influenceurs. Le deuxième cas, je dirais que ce n'est pas de ma faute, c'est Intel. Donc Intel, je suis rentré dedans et là j'avais fait un petit peu plus de travail, j'avais regardé, mais en fait le dividende est extrêmement bien couvert, les finances ont l'air solides, ça dégage extrêmement de cash. Je suis allé sur le site Zone Bourse où il y a une petite section où ils nous donnent les avantages et les inconvénients de la boîte. Et dans la section risque, il y avait marqué aucune faiblesse n'a été identifiée sur ce business. Et donc je dis bon bah c'est bien. Et donc je commence à rentrer dans la position, je commence à augmenter la position, je commence à la construire juste avant que ça commence à être vraiment le bazar avec Intel, que on se rend compte qu'ils se font manger de plus en plus de parts de marché, ils changent la direction, etc. Et donc je me suis retrouvé à construire une position dans Intel à un assez mauvais moment. Et là en plus je me suis fait avoir deux fois. Le cours de l'action avait beaucoup remonté quand ils ont changé la direction. On a eu un changement de direction chez Intel, il a nouvelle vision, on va maintenant on va être les meilleurs des meilleurs, on va être en concurrence avec tout le monde. Le cours remonte et là je me dis ok, changement de tendance, en fait j'ai bien fait de renforcer à la baisse, etc. Et puis après ça repart à la baisse. Il y a des résultats qui sont de plus en plus catastrophiques, ça continue de s'effondrer, et j'ai finalement vendu cette boîte sans faire de plus-value. J'ai pas fait non plus de moins-value, mais coup d'opportunité évidemment, parce que si j'avais mis mon argent dans une entreprise qui était meilleure que ça, et ben je me serais, j'aurais mieux protégé mon capital. Donc voilà, ça c'est la première raison pour laquelle je vends une entreprise. C'est j'achète un truc parce que ça a l'air très bien à l'extérieur, et puis au bout d'un moment, je me prends un petit coup du marché où on me dit tiens mais regarde en fait c'est en train de se casser la figure parce que quand on regarde à l'intérieur c'était assez malsain. Et donc là, je vais avoir tendance à essayer de chercher le bon moment pour pouvoir sortir de cette position. Excellent, excellent. Et ça me rappelle pas mal d'erreurs de ce type que j'ai fait, ou des bien pires, pour prendre des choses qui ont eu lieu dans les 2-3 dernières années. J'avais déjà mentionné le cas ici, mais c'était une société qui s'appelle Align Technology. Pourquoi j'ai fait cette erreur? C'est que j'ai une watchlist. Donc, Mhm. quand j'entends
des gens chez Zone Bourse, des influenceurs, peu importe, ou quand je vois une nouvelle bien, ou quand je fais des screeners, quand je mets mes différents critères et qu'il y a une liste de valeurs qui ressort. Donc, en gros, quand voilà, il y a un truc que j'ai envie de suivre, je mets dans ma watchlist. Et j'avais cette valeur qui était dans ma watchlist. Et je ne sais pas, je crois à un moment, elle perd pas mal, je ne sais plus, quelques pourcents, peut-être 5, 10%, etc. Alors que c'était une valeur très solide avec une super croissance. Et je ne l'avais pas du tout étudié, cette boîte. Et ce que je fais souvent, c'est que je rentre dedans par petite touche. Donc, je mets une petite somme dans cette boîte-là. Et je vais aller vite parce que je l'avais déjà raconté, mais je découvre que la boîte est monoproduit, qu'elle a un super produit qui évite les bagues, qui est un tube plastique transparent, enfin qui s'adapte parfaitement aux dents, donc on voit absolument pas que vous avez un appareil dentaire, donc forcément ça cartonne. Mais maintenant j'ai vu que ça a changé, mais à l'époque c'était 98% des ventes. Donc je me suis dit, un produit qui représente 98% des ventes, il suffit d'un seul pépin avec un composant qui est cancérogène, n'importe quoi, et la boîte elle est finie. Donc j'ai revendu. Ça, à la limite, c'est ma faute, mais c'est pas très grave. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de mon jeu où j'investis pour suivre, en fait. Voilà. Donc ça allait. Mais le pire, des erreurs de débutants, vraiment que je fais, je sais plus il y a combien de temps, peut-être il y a 2-3 ans. Je sais même plus quand c'est, mais il y a Renault qui se prend un gadin, mais comme régulièrement une boîte de ce genre-là, mais qui se prend un gadin. Et puis ils annoncent, voilà, nouvelle direction, etc. Et en fait, j'en achète. Mais c'est quasi instantané, en fait. Tu sais, c'est ce truc où tu l'as à peine fait et tu te dis, mais j'aime pas le secteur. Ça va contre mes principes. J'aime pas la boîte. J'aime pas la boîte. Si je regarde les chiffres, mais il y a rien qui va. Il y a aucun chiffre. Là, il y a aucune analyse. Si tu veux, c'est le problème aussi de pouvoir passer des ordres sur un smartphone quand t'es n'importe où. Tu vois, t'es à la gare, tu vois un truc que tu peux acheter. Ça, c'est n'importe quoi pour le coup. Et là, autant Align Technology, toutes les valeurs, tous mes chiffres étaient bons, tout matchait, la croissance, la valorisation, les marges de dingue, tout était bon. Là, un business qui est dans un méga trend, enfin tout était coché. Renault, c'était l'inverse. Les chiffres sont totalement pourris. L'automobile non électrique, et Renault, je suis pas sûr que dans le futur ce soit forcément les leaders des nouvelles voitures. Enfin bon, il y a rien qui allait. Une entreprise endettée à mort, très française, etc. Enfin bon, mais il y a rien qui allait. Et puis bon, je sais même plus. Dans ces cas-là, je revends quand même assez rapidement. Donc c'est jamais des gros gains ou des grosses pertes. J'attends pas comme toi une nouvelle ou un rebond, parce que sinon tu peux te retrouver à attendre longtemps. Enfin, tu sais, où tu es dans un engrenage. Donc je comprends tout à fait cet aspect. Soit j'ai pas fait le boulot, soit je me suis un peu trompé. Et pour moi, le principal critère qui te fait rendre compte de ça, c'est vraiment la sensation, c'est le gut feeling, comme disent les Américains. Ouais. C'est dès que ça baisse, en fait, t'es pas bien. Et pourquoi t'es pas bien dès que ça baisse ? Parce que t'es pas confiant et t'as pas fait le boulot. Quand une boîte où t'as fait le boulot, où t'es confiant, quand ça baisse, t'es content. Et tu te dis, ouais, je vais peut-être pouvoir en remettre, etc. Si quand ça baisse, t'es mal, c'est un gros signe que tu connais pas assez bien la boîte ou que t'as pris une mauvaise décision. Ouais, c'est très bien vu. Et c'est intéressant ce que tu dis, que toi, tu vas avoir tendance à, quand tu as fait ton jugement et que tu te dis, en fait, j'ai rien à faire dans cette boîte, tu vas sortir. Et moi, je dois pas regarder dans la bonne direction parce que j'arrive pas à vendre en ayant perdu de l'argent. Et je sais qu'en fait, j'ai eu souvent de la chance. J'ai eu de la chance de pouvoir avoir un peu un ticket de sortie qui me permet de... En fait, je pense que c'est une erreur parce que il y a rien qui justifie, en fait, de rester dans une aventure qu'on sent que ça va pas dans la bonne direction. Et si on a fait ce travail de se dire, je pense que financièrement cette boîte va pas aller, c'est faire un pari qui est beaucoup trop risqué que de rester dedans. Donc toi, tu fais vraiment comme ça, tu regardes pas tellement la moins-value que tu regardes pas est-ce que je vais vendre à perte, tu regardes plus, je peux perdre beaucoup plus. En fait, moi, c'est très 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 rare que ce soit le prix qui me fasse vendre. À la hausse comme à la baisse. C'est rarement le prix, et c'est la partie que je n'aime pas dans le stop loss, c'est que le stop loss, la seule raison qui nous fait vendre, c'est le prix. Que ce soit justifié, pas justifié, que quelqu'un ait fait une erreur potentiellement et ait mis un gros ordre de vente, qu'une nouvelle soit mal interprétée, peu importe, que ce soit même une super opportunité pour rajouter,
c'est le prix qui vous fait vendre. Donc c'est pour ça que le stop loss, il est bien adapté si vous avez une stratégie qui est basée uniquement sur les prix. Donc, par définition, de l'analyse technique. Donc si vous faites, par exemple, du suivi de tendance, vous savez que vous avez un prix qui vous fait sortir. Parce que si vous faites du trend following, si ça baisse, ça veut dire que le trend n'est plus là, la croissance, enfin la tendance n'est plus là, donc c'est normal de sortir. Ça, c'est des cas où j'accepte le stop loss puisque le prix le prix vous donne une bonne indication. De mon côté, le prix me donne une mauvaise indication. Par exemple, toi, dans ton cas d'Intel qui est remonté, tu pourrais presque, et tu as été très fort parce que tu ne l'as pas fait, mais tu pourrais presque te raconter une nouvelle histoire. Et ça, c'est le pire, et ça m'est arrivé plein de fois. Les cas les plus flagrants, c'est tu rentres dans Meta parce que c'est une boîte de croissance, Meta ou Amazon, peu importe, donc tu dis c'est une des plus belles boîtes du monde, machin et tout. Puis après, ça perd 10%, 20%, 30%. Tu te dis, ouais, bon, c'est pas cher, là c'est moins cher, etc. Puis tu te rends compte qu'en fait, la croissance et les chiffres peut-être justifient un peu ces moins 10, moins 20, moins 30. Et puis après, à moins 60, tu dis, ouais, mais maintenant, c'est une boîte value, c'est une boîte décotée. Elle a plus de croissance, mais c'est une boîte décotée. Mais il faut choisir. Tu vois, tu peux toujours trouver des raisons pour être dans un titre. Et c'est là où je te dis que tu as été fort mentalement parce que dans une boîte comme Intel, c'est très facile de trouver, ou AT&T, ou peu importe, de trouver des nouvelles raisons pour investir dedans. Parce qu'il y a un biais psychologique qui est le biais de disposition, que je crois, qui fait que quand tu as quelque chose, que ce soit en portefeuille ou dans la main, ou parce qu'on t'a donné un cadeau dans la rue, on t'a fait tenir quelque chose dans la rue, un vendeur te fait tenir un objet ou te fait t'asseoir au volant d'une voiture que tu vas potentiellement acheter, ce biais de disposition fait que quand tu as quelque chose, tu as beaucoup plus de mal à le lâcher que si tu ne l'avais pas. C'est beaucoup plus dur de vendre que de ne pas acheter, en fait. Ouais. Donc c'est compliqué, les décisions que tu as dû prendre. Mais oui, moi, je te confirme, j'ai tendance à ne pas regarder le prix. Je vous rappelle que ce que vous venez de voir n'est qu'une petite partie d'un échange qui a duré plus d'1h30. On a abordé, si je ne me trompe pas, 4 autres cas de figure dans lesquels c'est une bonne idée de vendre. Et vous avez sous cette vidéo le lien vers l'épisode complet du podcast. Côté marché maintenant, vous voyez que ça a bien baissé. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle, car ça me permet de renforcer mes positions dans cet ETF qui me permet d'investir à l'échelle mondiale dans les entreprises qui versent les plus hauts dividendes. On retrouve des rendements qui sont très intéressants. Là, on est à plus de, je crois, vers 4,5% de rendement. Donc pour quelque chose d'aussi diversifié, avec une aussi belle perspective de croissance, c'est quand même très sympa. Et par ailleurs, j'investis dans cet ETF, l'ETF du SP500. Et ça, mon objectif, c'est de constituer un capital pour mes enfants. Donc dans un premier temps, dans une dizaine d'années, j'utiliserai cet ETF pour leur verser leur argent de poche, tout en leur expliquant d'où vient cet argent, qu'ils commencent à se former à la finance. Et quand ils seront majeurs, je vendrai cette ligne d'ETF et j'utiliserai l'argent pour leur permettre de se constituer une base de portefeuille en bourse. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une accès gratuite dès que vous créditez votre compte. Côté dividende, ça tombe toujours, on est bien lancé dans ce mois de décembre. Vous voyez qu'on a dépassé, on est à combien là ? 216 € récoltés en dividende, donc c'est quand même très sympa, c'est un très bon complément de salaire, mais à ce jour, je ne l'utilise pas comme complément de salaire. Je pourrais évidemment, c'est ça l'avantage de recevoir effectivement les dividendes par rapport à du capitalisant, c'est que si j'avais besoin, je pourrais utiliser cet argent pour ce que je veux. Pour le moment, je préfère réinvestir cet argent pour avoir un effet cumulé qui augmente, et en ce moment, les dividendes que je réinvestis me permettent d'acheter d'autant plus de parts d'actions et d'ETF que les marchés ont pas mal baissé, donc encore une fois, c'est un très bon moment pour s'y mettre. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news.